c'est la deuxième fois que je viens donc au Festival de Florence et l'an dernier, j'avais pris mon costume de géologue extraterrestre. Donc en fait, c'est ce qui correspond à la deuxième partie de ma carrière de chercheur et je vous avais présenté un peu les déambulations martiennes du robot Curiosity à la surface de Mars. Mais dans une autre vie, on va dire, tout début de ma carrière, j'étais plutôt géologue, on va dire, intraterrestre, et je me suis intéressée aux diamants. Alors, aucun souci, moi, les diamants qui m'intéressent, et vous allez le voir, c'est les diamants que les bijoutiers jettent à la poubelle, c'est les diamants impurs, c'est les diamants bourrés de défauts. Mais comme vous allez le voir, le diamant est un minéral, mais totalement singulier, puisque c'est le seul minéral au monde qui va nous permettre de faire un voyage que je dirais quasiment impossible, qui est un voyage à travers la matière condensée. Donc finalement, au cours de cet exposé, je vais vous demander d'oublier vos télescopes, de prendre vos microscopes et les braquer sur l'intimité de ce petit cristal. On va essayer de lover notre pensée à l'intérieur de ce minéral et ce faisant, essayer de faire ce voyage quasiment impossible à l'intérieur de la Terre. Mais comme je suis dans un festival d'astronomie, je terminerai quand même par quelques mots sur les diamants dans les météorites. Donc en fait, le diamant, il est connu du public essentiellement comme pierre taillée. Donc ici, vous avez un diamant brut. La forme du diamant, c'est une double pyramide, donc un octaèdre. Et pour tailler cette pierre, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la pyramide du dessus, donc on coupe le chapeau, comme ça, on fait une espèce de table. Cette table, on la facette, donc on fait en général 16 facettes. Et l'idée, pour les gémologues, en fait, c'est que toute la lumière qui rentre, du fait de ce facettage, vous revienne à la figure, jaillissent, vous éblouissent, vous aveuglent. Et donc, ces diamants, donc, qui portent bien leur taille, c'est la taille brillante, ils sont là pour vous éblouir, pour vous aveugler, et en fait, ils sont complètement stériles, ils ne vont rien vous raconter. Certes, ils brillent de mille feux, mais on ne peut pas regarder à l'intérieur. Et précisément, c'est là que moi, j'aime me blottir, c'est à l'intérieur de ces diamants. Et ce que j'aime, ce sont les diamants qui ont des crapauds. Alors ces diamants-là, évidemment, les bijoutiers les rejettent parce que ça s'interpose un bon trajet de la lumière à l'intérieur des diamants. Donc ils les rejettent. Et nous, les scientifiques, ce sont ces diamants-là qui nous fascinent. Et là, si vous avez de bons yeux, vous avez un diamant brut. Et au cœur de ce diamant, vous avez une petite larme rouge. Cette larme rouge, c'est une inclusion, c'est un grenat. Et en fait, tout notre travail de minéralogiste, ça va être d'ausculter, de faire parler ces archives minérales qui sont lovées au cœur des diamants et essayer de les faire parler et voir quelles histoires ils vont nous raconter. Alors cette histoire qu'ils vont nous raconter, et on va le voir tout au long de cet exposé, c'est un voyage dans les chairs les plus profondes de la Terre, dans le cœur caché de la Terre, auquel on n'a pas accès, comme vous l'imaginez bien. Mais on a aussi certains diamants qui vont nous permettre de faire un voyage, que j'appelle présolaire, c'est pas très beau, mais de faire un voyage à un moment où le système solaire était en train de naître et aux confins d'une étoile, une géante rouge, à l'agonie, à l'approche de notre système solaire. Donc, en fait, le fil rouge de cet exposé, le fil d'Ariane plutôt, je devrais dire, c'est vraiment, on va parler matière, on va parler atome, on ne va pas analyser finalement l'objet, si vous voulez, on ne va pas traduire le langage de la lumière et des ondes électromagnétiques en atomes, en molécules, comme le font les astronomes. Nous, on va vraiment toucher du doigt cette matière, essayer de la faire parler pour ce qu'elle est dans les laboratoires. Donc, petit rappel, alors le diamant, qu'est-ce que c'est? Alors le diamant, on ne savait pas du tout ce que c'était. Il a fallu le génie d'un chimiste comme Lavoisier, que vous connaissez tous probablement, qui était donc fermier général, donc qui a vécu les périodes chaudes de la Révolution et qui s'en est pas sorti indemne puisqu'il a été guillotiné en 1794. Et Antoine Laurent de Lavoisier, donc comme son nom l'indique, était quelque peu aristocratique, avait dans ses tiroirs des diamants
il était spécialiste en fait de la combustion, et c'est quand même un des hommes qui a compris que notre atmosphère était faite d'oxygène. Et donc à ses heures perdues, si j'ose dire, il a mis du diamant et du graphite dans un four à l'air libre. Il a chauffé à 500 degrés et il a ouvert son four après. Le diamant s'était volatilisé. Il en a donc conclu que le diamant, comme le graphite, c'est du carbone. C'est du carbone, et qu'en chauffant ce diamant, le carbone s'est combiné avec l'oxygène de l'air, ça a donné du CO2, et donc le diamant a disparu. Mais vous allez me dire, ces deux minéraux, que sont le graphite et le diamant, ça n'a apparemment rien à voir. Alors il faut savoir qu'en minéralogie, vous ne pouvez pas définir un minéral par sa chimie seule. Un minéral, c'est une chimie, certes, donc c'est des atomes donnés, mais dans une architecture. Donc un minéral, c'est à la fois une chimie et une structure. Donc ces deux minéraux que sont le graphite et le diamant, certes, ce sont du carbone tous les deux, mais ils n'ont pas du tout la même structure, c'est-à-dire que les atomes de carbone dans le graphite et dans le diamant ne sont pas du tout arrangés de la même manière. Alors dans le graphite, comme vous pouvez le voir ici, et ça on l'a su un peu plus tard, donc avec la découverte des rayons X qui ont permis de pénétrer à l'intérieur des structures cristallines. Donc le graphite, c'est en fait un empilement de feuillets hexagonaux que vous voyez ici. Donc, vous voyez vos petits atomes de carbone dans ces feuillets. Ces feuillets entre eux sont liés par des liaisons de Van der Waals qui ne sont pas des liaisons très costauds. Donc en fait, le graphite, il se débite un peu comme un jeu de cartes, et il a cet aspect très tendre. C'est un des minéraux les plus tendres dans l'échelle de dureté des minéraux en minéralogie. Donc on a une échelle de 1 à 10. Le graphite est en bas de l'échelle, il est numéro 2, et le diamant est au sommet de l'échelle, c'est le minéral le plus dur qui existe, il est en position 10. Donc en fait, la structure du graphite, c'est une structure comme ça en feuillet, qui donne cet aspect extrêmement tendre. Et dans les feuillets, il y a de la liaison métallique. Donc en fait, c'est un minéral qui conduit l'électricité et qui laisse ses traces, qui est très tendre, qui laisse ses traces. C'est vos mines de crayon, graphite, graphos, l'écriture en grec. Et si vous prenez par contre le diamant, qui est aussi fait que d'atomes de carbone, ils ne sont pas du tout organisés de la même façon. Vous voyez un atome de carbone est entouré par 4 atomes de carbone, ses premiers voisins, et dans une cage toute petite, et en fait, chaque atome de carbone tient ses voisins par des liaisons très solides et qui s'appellent des liaisons covalentes. Donc on a une structure covalente cubique qui n'a absolument rien à voir avec la structure du graphite et qui va conférer au diamant de toute autre propriété. Notamment la dureté est liée à ces liaisons covalentes. C'est un minéral totalement transparent et vous le verrez, c'est très très utile pour différentes choses dont je vais parler un peu plus tard. En termes de propriété, c'est un minéral qui conduit très très bien la chaleur. Si vous voulez identifier un vrai d'un faux diamant, il suffit de le lécher et il va se mettre à la température de votre corps. Donc le diamant conduit beaucoup la chaleur, mais c'est un isolant électrique. Donc vous voyez que en minéralogie, la chimie, ça ne suffit pas. La minéralogie, c'est de la chimie et la structure. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut passer de l'un à l'autre? Pour passer de l'un à l'autre, il faut exercer de la pression. Donc vous imaginez, vous allez prendre vos cristaux de graphite, les pressuriser, et si vous aviez suffisamment de force, si vous étiez un dieu, vous transformeriez ces cristaux de graphite en cristaux de diamant. Donc en fait, le diamant c'est quoi? C'est du graphite sous pression et à chaud. Donc à ce moment-là, pour passer du graphite au diamant, en fait, les expériences dans les années 50 ont montré qu'il fallait 50 kilobars, donc 50 000 fois la pression atmosphérique. Et où est-ce qu'on trouve des pressions aussi grandes? On les trouve à l'intérieur de la Terre. Alors vous comprenez bien que
effectivement, on a expliqué ça au tout début, la pression atmosphérique, c'est la pression d'une colonne d'air sur une petite surface d'1 mètre carré, mettons. Alors maintenant, quand vous allez plonger au fond des océans, vous voyez bien que la pression de la colonne d'eau est plus grande, votre estomac se comprime, vos poumons aussi. Et la Terre, on mesure la pression de la même manière, c'est le poids de la colonne de roche qu'il y a au-dessus de vos têtes quand vous commencez à vous enfouir à l'intérieur de la Terre. Donc en fait, 50 kilobars, ça correspond à 150 km de profondeur. Donc plus on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, plus la température monte, certes, mais la pression monte aussi. On verra la raison pour laquelle la Terre à l'intérieur n'est pas liquide, parce que les deux effets se conjuguent. Donc, en fait, le diamant, donc, on peut imaginer à ce stade de l'exposé qu'il pousserait à 150 km de profondeur par transformation du graphite. Le problème, c'est que les forages les plus profonds qu'on puisse faire à la surface de notre planète, c'est 14, 15, 20 km, on ne peut pas aller au-delà. Donc c'est une égratignure sur l'usage de la Terre. On reste, en faisant ce type de forage, dans le champ de stabilité du graphite. Donc comment se fait-il? Donc d'abord, comment le diamant remonte? Comment voyage-t-il à l'intérieur de la planète? C'est tout le but de cet exposé, de vous faire comprendre toutes ces idées-là. Donc, en fait, il y a plus de 150 ans, Jules Verne, que vous connaissez tous, qui était plus passionné de voyage que de science, en fait, imaginait énormément de voyages. Donc le voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, il a imaginé de la Terre à la Lune. Bon, si on fait le bilan au jour d'aujourd'hui, effectivement, on va dans l'espace, c'est pas difficile. L'homme n'est pas encore allé sur Mars, mais il ira sur Mars avant de voyager à l'intérieur de la Terre. Il est allé au fond des océans, mais il n'est pas allé au centre de la Terre, et pour cause, on n'est pas des passe-murailles, on est absolument incapable de traverser la matière condensée. Et c'est cette incapacité, c'est ça qui est assez intéressant, cette espèce de résistance qui fait que l'homme, et encore récemment, ne peut pas imaginer l'intérieur de la Terre comme quelque chose de beau, de coloré, parce que c'est un impossible voyage, ça résiste à l'imagination, et depuis le début des temps, à l'intérieur de la Terre, c'est Méphistophélix, c'est les enfers, c'est la Hadès, c'est le Styx, et tout un tas de mythologies se sont greffées autour de cet imaginaire négatif qu'on a de la Terre, donc une boule creuse, une boule absolument traversée par des vents phénoménaux, avec des lacs souterrains, et puis un feu central. Bon, on sait que tout ça, à l'heure actuelle, est parfaitement faux, mais c'est cette résistance à l'imagination qui fait ce qu'on ne peut pas imaginer, finalement, on le traduit de façon relativement infernale. Donc en fait, dans la première partie de cet exposé, je vais vous montrer comment les diamants font ce voyage à notre place et comment, par les passagers qu'ils renferment, ils vont nous permettre de faire le voyage avec lui, moyennant cette miniaturisation de notre cerveau. Et nous allons faire ce voyage au-dessous du volcan. Donc à la découverte de ce monde sans soleil, vous allez voir que ce n'est pas du tout un monde terrible et infernal, mais là c'est une image assez amusante, c'est l'enfer de Dante qui est illustré par Botticelli. Et vous voyez cette figure, on va la retrouver plusieurs fois, mais de façon assez surprenante dans les reliefs eux-mêmes que l'on va visiter. Donc, si on ne peut pas pénétrer à l'intérieur de la Terre, on a quand même un certain nombre d'informations sur son anatomie la plus profonde. C'est très simple, c'est comme en échographie, vous faites de l'imagerie sur une femme enceinte avec des ultrasons, donc des ondes élastiques. On va faire exactement pareil avec la Terre, on va faire de la sismologie. Donc on va utiliser le trajet des ondes sismiques, donc il y a des ondes de type P, et de type S, des ondes de compression, des ondes de cisaillement qui vont se réfléchir, se réfracter, avoir des vitesses qui changent en fonction de la nature du milieu traversé, ou voire même ne pas traverser du tout certaines zones, si tant est qu'elles soient liquides ou solides, ce qui est le cas des ondes S, des ondes de cisaillement qui ne vont pas traverser la partie liquide de la planète. Et donc, grâce à la sismologie, on a pu faire cette échographie de la Terre
et elle se résume, comme toutes les planètes telluriques, à une structure très très simple, une structure sous forme d'œuf, donc avec la coquille, qui est la croûte sur laquelle on vit. Après, vous avez le blanc d'œuf, qui est quand même la plus grande partie de la Terre, hein, c'est plus de 80% de son volume, qui s'appelle le manteau terrestre et qui est solide. Ce manteau, on le verra, c'est le lieu de naissance des laves, des volcans, mais ce n'est pas parce que vous avez des laves en surface que le manteau est liquide lui-même. Donc le manteau est solide, c'est qu'ils font partiellement, à la faveur d'accidents, que vous avez ces laves en surface. Et au centre, vous allez avoir le jaune d'œuf. Alors ce jaune d'œuf, il a un peu le volume de la Lune, et c'est une graine de fer-métal qui baigne dans un océan de fer liquide. Donc cette anatomie de la Terre, la sismologie a pu l'établir, et ce depuis les années 1960. Alors maintenant, les chaires minérales. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile. Les chaires minérales de notre planète, en fait, on les connaît très mal, puisqu'on va les connaître à peu près de façon, on va dire, plus ou moins directe, de 0 à 200 km. Alors comment? Alors on a différentes façons d'avoir accès à ces informations. Évidemment, la croûte sur laquelle on vit, on y a accès, il y a des carrières, il y a des forages, mais la planète Terre est une planète vivante, donc avec ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui va faire cette gigantesque valse des continents en surface, et vous allez avoir des espèces de mouvements tangentiels comme ceci, quand des continents se rencontrent, et ce faisant, vous allez emmener des écailles du manteau profond qui vont arriver jusqu'à nous le long de ces grandes fractures, et ça va être notamment des écailles de manteau, et on en a un exemple ici très proche, on est tout proche des Pyrénées, où le long de la faille centrale qui est dans les Pyrénées, eh ben, on a remonté ce qu'on appelle les massifs de péridotite, c'est-à-dire des massifs de roches du manteau qui sont remontés à la faveur de cette tectonique. Mais aussi dans des endroits sans tectonique, où vous avez des volcans, certains volcans qui percent le milieu des plaques, et ces volcans vont, sur le lieu de leur naissance, fracturer les roches du manteau solide dont ils sont issus par fusion partielle, et vont remonter ces voyageurs sous forme de xénolithes, donc de roches étrangères à la lave, et vont remonter jusqu'à nous. Donc si vous voulez, entre tous ces moyens d'information, eh ben, on va avoir une image à peu près directe des 200 premiers kilomètres de la minéralogie de notre planète, donc la croûte qui fait 1% en volume, mais qui va montrer la plus grande géodiversité minéralogique du système solaire, avec 4000 espèces minéralogiques de minéraux différents. Le manteau supérieur de 30 à 200 km. Donc en fait, il y a une terra incognita, en tout cas au niveau de son approche directe. Au-delà de 200 km, jusqu'au centre de la Terre, on n'a pas d'échantillonnage direct. Alors la coquille, donc la croûte, comme vous le savez, elle est bimodale. Il y a une croûte continentale, qui sont les reliefs émergés, et une croûte océanique, qui est sous les océans, mais cette différence de topographie correspond à une différence de chimie aussi, sachant que vous avez une boîte qui est faite à peu près d'11 éléments chimiques qui font plus de 99% du poids de cette croûte continentale et océanique. Les éléments qui la constituent, c'est l'oxygène, silicium, aluminium, fer, calcium, sodium, potassium, magnésium, et ça se regroupe en gros donc en deux types de roches, des types de roches granitiques pour la croûte continentale, vous le savez tous. Donc on a en majorité du quartz, donc c'est SiO2, on a des feldspaths qui sont des minéraux blancs, des silicates d'alumine et d'alcalin, on a les micas, vous savez, ces petits minéraux en feuillet réfractaires dont nos grands-parents se servaient dans la porte de leur fourneau. Donc ça, c'est pour les roches granitiques qui font l'essentiel de la croûte sur laquelle on vit. Et les roches basaltiques, elles, ce sont des mélanges d'un minéral qui est aussi un feldspath qu'on appelle plagioclase et un minéral qu'on appelle le pyroxène, qui est un silicate de fer, calcium et magnésium. Donc en gros, ces 11 éléments, deux grands types de roches, vous avez à peu près une idée de ce qu'est la chimie de la croûte continentale et océanique.
avec une chimie qui est donc basée sur le silicium. Vous voyez qu'il n'y a pas le carbone qui nous intéresse quand même comme élément majeur. Le carbone, vous avez à voir des carbonates, mais ils ne sont pas dominants dans le volume de la croûte. Et puis après, vous avez toute une géodiversité qui sont des minéraux absolument splendides, mais là on va sortir de la classe des silicates, puisque la silice domine, et vous allez avoir des phosphates, des carbonates, des arséniates, de tout, et ça donne cette diversité qui est propre à la Terre. Alors pourquoi propre à la Terre? Dans le système solaire, en fait, vous n'avez pas cette géodiversité, parce que sur la Terre, vous allez avoir l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère, la tectonique des plaques. Toutes ces choses agissent de concert pour faire cette diversité que vous ne trouverez pas, par exemple, sur la planète Mars, où vous n'avez pas de tectonique des plaques, vous n'avez pas d'hydrosphère, je veux dire, il y a des calottes de glace, mais il n'y a plus d'eau liquide à la surface de la planète. La biosphère, on la cherche à la surface de Mars, on ne l'a pas trouvée, mais à la surface de Mars, on va se trouver plutôt dans ce contexte-là, avec une dominance de roches basaltiques, et on a trouvé récemment aussi des roches de type continental granitique. Mais disons que cette géodiversité, qui fait la merveille, l'aspect merveilleux et caverne d'Ali Baba du monde minéral, c'est vraiment, mais c'est anecdotique. En termes de volume, c'est beau, mais c'est anecdotique. Maintenant, pour ce qui est du blanc d'œuf, donc du manteau terrestre, le manteau, je vous ai dit, ce blanc d'œuf, c'est 84% volume de la Terre, c'est énorme, et on ne connaît que la partie supérieure du manteau supérieur, soit à peu près 5% de son volume. Alors les éléments qu'il constitue, c'est essentiellement silicium, magnésium, fer, aluminium, calcium. Encore une fois, le carbone est plutôt absent en tant qu'élément majeur. Et la roche essentielle qui forme le tissu du manteau terrestre, c'est ce qu'on appelle la péridotite. Alors péridotite, comme péridot, qui c'est cette pierre verte, ce minéral vert, qui est un silicate de magnésium, très très joli minéral, qui forme l'essentiel des péridotites. Donc péridotite dont je vous rappelle, on a analysé les premiers échantillons tout près d'ici, dans les Pyrénées, dans un gisement qu'on appelle le gisement de l'Hertz. Donc ça, c'est l'essentiel des roches du manteau, mais vous voyez qu'il y a de façon majoritaire ce minéral vert olive, mais de façon accessoire, on a des petits grains rouges, ce sont des grains de grenat, et parfois vraiment en regardant de plus près, on voit des minéraux plus vert prairie qui sont des pyroxènes. Mais majoritairement, la péridotite, c'est de l'olivine, mais on va aussi trouver en abondance un peu plus rare des minéraux, des roches que je trouve superbes, qu'on appelle les éclogites. Alors dans une éclogite, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de ce minéral vert olive, il n'y en a pratiquement pas, ou il n'y en a pas. Il y a essentiellement deux minéraux qui sont le pyroxène et le grenat. Et l'éclogite, c'est quoi? L'éclogite, c'est très simple. Vous avez, je vous ai dit, en surface une croûte. Dans cette croûte, vous avez la croûte continentale, plutôt granitique, andésitique, la croûte océanique, qui est basaltique. Et les roches, elles se métamorphosent. On va en reparler. Les roches se métamorphosent quand elles changent de conditions. Donc quand elles s'enfoncent à l'intérieur du globe, les pressions, les températures vont augmenter et la roche va se transformer, s'enfondre. Donc elle va changer sa sociologie minérale. Elle était partie d'un basalte, pyroxène, grenat. Vous allez enfoncer ce basalte lors de la subduction des planchers océaniques dans le manteau. Le basalte va se transformer en éclogite, ce merveilleux vitrage vert et rouge. Et si vous allez plus profond, ça va se transformer en grenatite et on verra pourquoi à la suite de cet exposé. Et donc, il y a toute une zone. Donc là, on connaît finalement la partie supérieure du manteau supérieur, mais toute cette zone-là, toute cette partie du manteau, on ne la connaît pas. Donc au-delà de 300 km, que va-t-on faire donc, pour essayer d'avoir accès à cette information? Donc, au-delà de 400 km, on a deux façons de faire. Donc, on va faire ce qu'on appelle des expériences en laboratoire. On va faire un peu comme des alchimistes. On va prendre les roches qu'on voit en surface, on va les soumettre à des pressions et des températures gigantesques
pour voir et qui correspondent à ces différentes zones qu'on a à l'intérieur de la Terre, donc le manteau supérieur, le manteau inférieur, et voir dans ces conditions de pression et de température qu'est-ce qu'on arrive à créer, synthétiser comme minéraux. On a aussi une autre source d'information, sont les météorites différenciées, donc qui viennent de gros astéroïdes qui ont fondu, donc tel un fourneau. On fait ce qu'on observe dans toutes les planètes telluriques, ce sont différenciés avec la matière la plus lourde qui va au cœur, en un cœur métallique, et un bord fait de minéraux plus légers, donc une espèce de manchon mantélique qui lui va être fait de péridotite essentiellement, et au sommet une croûte. Donc en fait, l'étude des météorites différenciées va nous donner des informations précieuses sur les cœurs planétaires, puisque vous savez qu'on a des météorites de fer qu'on peut analyser au laboratoire. Alors pour ce qui est des modèles minéralogiques, ce qui est absolument superbe, c'est qu'on a fait appel au diamant pour comprendre le lieu de naissance du diamant, et on a fait des expériences, donc de très haute pression, haute température, dans ce qu'on appelle la cellule à enclume diamant. Donc comment recréer en laboratoire des pressions aussi gigantesques parce que là on n'est plus à la transition graphite-diamant, c'est 50 kilobars, 50 000 fois la pression atmosphérique. Quand vous passez du manteau supérieur au manteau inférieur, vous allez avoir 240 kilobars, 24 GPa. Donc là on est dans des pressions absolument gigantesques, des températures gigantesques, et il va falloir recréer ça en laboratoire. Alors, comme les humains sont astucieux, ils ont pris des petits diamants. Alors, ces diamants, bon, vous voyez bien que pour faire une pression énorme, on a deux façons de jouer. On joue sur la force ou on joue sur la surface, sur lequel s'exerce cette force. Et bien là, on a joué sur la surface, c'est-à-dire qu'on a pris des petits diamants qui font à peu près 1/8 de carat, donc 0,2 grammes. On a la table fastée, donc c'est souvent des diamants fastés, et là on va couper la culasse. Cette culasse, là, à ce niveau-là, ça fait une centaine de microns. Et on va pouvoir exercer, ce faisant, une pression prodigieuse. Imaginez une enclume diamant, la meilleure façon de comprendre, c'est un éléphant sur talon aiguille. Vous imaginez un éléphant sur talon aiguille qui s'approche de moi et qui me marche sur le pied. Mon pied est fait de phosphate, puisque j'ai des os, mais il y a du carbone. Là, j'ai un pied en diamant illico. Il va exercer une pression phénoménale. Donc, en laboratoire, on arrive, mais donc dans des chambres de pression absolument minuscules. Donc, ça, on va restreindre nos analyses à des objets qui vont être dans des chambres de pression toutes petites. Et donc, les objets qu'on transforme, qu'on métamorphose, donc on va prendre des poudres faites de minéraux qu'on connaît, comme l'olivine, le pyroxène, le grenat, on va soumettre ça aux pressions, températures qu'on rencontre dans le manteau supérieur, la zone de transition et le manteau inférieur, et on va créer de nouveaux minéraux. Donc là, je vous ai parlé de la pression, mais pourquoi on a pris du diamant? J'aurais dû commencer par là. Je vous ai dit que c'est un minéral extrêmement dur, donc pour exercer ces forces colossales, il faut un minéral qui résiste. Et puis là, d'autres vertus, il est transparent. Donc on va pouvoir, en même temps, puisqu'on fait de la pression, mais il faut qu'on chauffe aussi l'échantillon. Donc on va pouvoir faire passer, pour chauffer des échantillons, pendant les manips, des lasers infrarouges qui vont nous permettre d'atteindre les températures de 1000, 1500 degrés, 2000, dont on a besoin pour mimer les conditions qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Et puis le contrôle de la pression se fait par la fluorescence d'un petit rubis, qui est un paramètre qui est fonction de la pression. Et en fait, avant, on ne savait pas faire ce contrôle en pression. C'est pour ça que ces cellules à enclume diamant, on a commencé à s'en servir vraiment efficacement dans nos laboratoires de minéralogie expérimentale que dans les années 90. Et donc, on a créé de nouveaux minéraux. Alors là, je vous ai fait un petit résumé donc, de ce qu'on peut rencontrer de la surface, donc du sommet du manteau jusqu'aux très grandes profondeurs, donc à la limite manteau-noyau. Donc là, en axe vertical, vous avez la profondeur, donc en fait, ça se traduit en pression. Et dans ce diagramme, donc je vous ai figuré, là vous avez les pourcentages de minéraux, donc là vous avez toute la zone qui correspond au manteau supérieur,
Là, une zone qui correspond à la zone de transition, là, le manteau inférieur. Donc, ce qu'on connaît, c'est ça. On sait que dans le manteau supérieur, par l'observation directe nous dit qu'il y a des péridotites, que c'est formé d'olivine, ce pérido vert olive que vous voyez ici, c'est formé de grenat, ces minéraux rouges, et c'est formé de pyroxène, qui sont ces minéraux vert prairie. Donc en fait, quand on va mettre ces 3 minéraux dans cet enclume diamant, qu'est-ce qui va se passer? On va pressuriser ces minéraux, et ils vont se transformer. Et là, on ne fait pas de la chimie complexe du tout. Je vais vous expliquer ce qui se passe comme métamorphose. C'est très simple. Quand vous êtes aux faibles pressions, entre guillemets, du manteau supérieur, le silicium, il est au milieu de tétraèdres. Mais quand vous compressez ces assemblages minéralogiques, le silicium, il va se mettre au milieu d'octaèdres d'oxygène. Et là, il va prendre moins de volume. Donc on pourrait résumer de façon très simple, pour passer des minéraux du manteau supérieur aux minéraux du manteau profond, la transformation essentielle, c'est le réagencement des structures atomiques, tel que le silicium ne soit plus en site tétraédrique comme il est dans ces phases-là, mais qu'il prenne une position en site octaédrique. Donc je ne vais pas détailler, mais finalement c'est très simple. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est très simple. Et quand on arrive dans cette zone de transition, l'olivine que vous voyez ici disparaît et se transforme dans des phases qui ont des noms un peu accouchés dehors, vallécéide, ricodite. Et ces phases-là, si vous regardez, elles ont exactement la chimie de l'olivine. Mais je vous ai dit, attention, un minéral, ce n'est pas une chimie, c'est aussi une architecture minérale. Donc certes, on a la chimie de l'olivine, mais l'architecture est beaucoup plus compacte. Donc ces minéraux-là arrivent à vivre à des conditions de pression bien supérieures à celles qui règnent au-dessus de leur tête, donc dans le manteau supérieur. Donc quand vous descendez, la pression, la température augmente et l'olivine se transforme dans ces phases qu'on appelle des phases à structure spinelle. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et alors, que va faire le grenat? Le grenat, il va continuer à exister, mais le pyroxène va disparaître. Et sans rentrer dans les détails, le pyroxène, c'est dommage, on ne voit pas beaucoup sa formule, qui est un minéral qui contient, pour une quantité d'oxygène égale, plus de silicium, mais qui est dans une structure beaucoup plus large. Le pyroxène va se dissoudre. Et il va rentrer dans la structure grenat. Et on va faire un grenat. Il n'y aura plus de pyroxène, mais un grenat excédentaire en silicium, avec beaucoup de silicium en site octaédrique. Donc là, c'est pour résumer cette zone-là. Et enfin, dans le manteau inférieur, on va faire 2 types de minéraux, ferropériclase, magnésiovustite. Tout ça, on reste dans des formules simples. C'est un peu toujours la même chimie, c'est juste l'organisation des atomes qui diffère. Donc finalement, c'est très simple, l'intérieur de la Terre, c'est pas compliqué. Donc c'est ce qu'on a fait. On a prévu la minéralogie du manteau expérimentalement de 200 à 2900 km de profondeur. Et la question qu'on s'est toujours posée, est-ce qu'il y a des archives minérales? Est-ce qu'elles existent en vrai, ces phases? On les a créées en laboratoire, mais est-ce que la vadlécéite, est-ce que la majorite, est-ce que la pérovskite, la magnésiovustite, dans leur forme de haute pression, existent vraiment? Ou alors ce sont des créations de laboratoire? Maintenant, pour ce qui est du jaune d'œuf, alors là, ça c'est des données bien plus anciennes. Donc là, quand on descend plus vers l'intérieur de la Terre, donc on arrive au niveau du noyau. Donc on arrive à la couche des secondes, qui est l'interface manteau-noyau. Donc le manteau, c'est du solide, c'est pas du liquide, je vous l'ai dit. Il faut qu'il fonde partiellement pour donner les laves qu'on voit arriver en surface. Mais de manière générale, il est solide. Et là, il y a une interface qu'on appelle la couche des secondes. Vous allez avoir une interface entre un manteau solide fait de phases de haute pression de l'olivine et un noyau de fer liquide. Donc c'est une couche extrêmement tourmentée parce que vous avez un milieu oxydant, un milieu réduit qui s'interpénètre. Et la plus belle analogie de cette interface noyau-manteau, ce sont les palasites. On en regardera peut-être à la suite de l'exposé, où vous avez le fer-métal de la palasite qui sertit des cristaux d'olivine et qui est une bonne analogie sur des plus petits corps planétaires de cette zone des secondes. Donc on a un noyau externe dont on a vu depuis les années 60 qu'il arrêtait les ondes de cisaillement. Donc on a déduit aussi en étudiant la vitesse des ondes que c'était du fer liquide. Et au centre, on a une graine de fer solide. Alors cette graine de fer solide, on sait qu'elle est faite essentiellement de fer, qu'il y a du nickel,
Mais il y a des éléments légers et on ne sait pas lesquels. Est-ce que c'est du soufre? Est-ce que c'est du silicium, de l'oxygène, du carbone? Donc tout ça, ce sont des questions en suspens et il faut qu'on essaye de voir si, par les diamants, on arrivera à résoudre ces questions. Enfin, donc, le jaune d'œuf, ça c'était l'approche sismique, l'approche des météorites. Donc je vous ai rappelé ça tout à l'heure. Donc vous savez tout ça mieux que personne. Donc vous avez des météorites dites primitives qui, quand elles sont dans des petits corps, donc refroidissent très vite et ne vont pas subir de différenciation. Quand c'est dans des gros corps, vous allez avoir le fer qui se sépare des silicates et vous allez avoir dans ces astéroïdes une structure comme la structure qu'on trouve à l'intérieur de la Terre. Et donc, on a des fragments de ces astéroïdes qui vont nous permettre de toucher du doigt de façon indirecte qu'est-ce que c'est qu'un cœur de planète. Donc là, par ces météorites de fer, on a un peu une petite image de ce que pourrait être le noyau de la Terre, avec ces figures de Wittmann-Chatton qui sont merveilleuses, qui sont en fait des figures qui mettent en évidence des rapports variables entre le fer et le nickel dans ces météorites. Et là, c'est pallasite dont je vous disais qu'elles sont merveilleuses parce qu'elles miment vraiment la limite noyau-manteau. Alors on ne peut pas les plaquer directement sur des modèles de Terre, parce que là on est dans des petits astéroïdes, donc où la pression à ce niveau-là est une pression où l'olivine est encore stable. Donc vous voyez ces beaux cristaux d'olivine sertis par du fer liquide. Mais bon, je n'insisterai pas trop parce que l'origine de ces roches qu'on trouvait semblables à l'interface noyau-manteau en ce moment est extrêmement discutée. Donc finalement, on va laisser de côté ces objets. Donc maintenant, et le diamant dans tout cela, vous allez me dire, on aura mis du temps pour y arriver, mais on y arrive. Alors on sait que c'est du graphite sous pression à chaud, mais l'a-t-on toujours su? Là, je vous ai parlé d'expériences récentes, mais on n'a pas toujours su. Alors on va faire un peu une histoire des hommes dans leur prospection du diamant pour comprendre comment toute la connaissance qu'on a en géologie de l'intérieur de la Terre, elle vient par un faisceau de choses en parallèle assez extraordinaire, un faisceau d'histoires que je souhaite vous conter ici. Alors les histoires minières du diamant, elles commencent depuis la nuit des temps, de 800 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Le diamant, on le trouvait en Inde. Et on le trouvait dans des rivières. Donc personne n'allait imaginer que le diamant était un minéral qui venait des entrailles de la Terre. On les trouvait dans les rivières et c'est là qu'on a eu tous les grands diamants de la couronne de France, le bleu qui a été ramené par Tavernier. Tout ça venait des mines de Golconde qu'on trouve en Inde. Puis après, les gisements sont un peu épuisés. On en a trouvé au Brésil. En Brésil, vous avez les garimpeiros qui sont en train de tamiser les rivières. Le diamant est toujours lié aux rivières. On a même des installations beaucoup plus conséquentes. Et puis alors, il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre, puisque dans l'imaginaire de tous les hommes, les diamants, il fallait trouver des rivières pour trouver des diamants, c'est le cas de le dire. Donc là, vous avez un très beau diamant brut, et ici, on est en 1866, dans le désert, pas loin de Kimberley, dans l'Orange Free State à Kimberley. Alors là, ce n'est pas des hommes qui sont en train de prier orientés vers la Mecque, pas du tout. Il y a un enfant qui a trouvé un diamant de ce type-là, et en plein désert, il n'y avait pas une goutte d'eau. Donc tout le monde s'est précipité, il y a une ruée vers le diamant en Afrique du Sud à partir de cette année-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes qui prospectaient le diamant avaient l'habitude d'acquérir une concession d'1 mètre carré, et donc en fait, dans des rivières, donc plus ils creusaient, moins ils trouvaient de diamants. Il y avait une dispersion spatiale par le fleuve, mais en profondeur, il n'y avait pas d'augmentation du diamant à mesure qu'ils creusaient, donc on faisait ces petites concessions. Donc ils ont fonctionné de la même manière. Là, l'image est un peu sombre, mais vous voyez, il y a un tas de petites concessions, chacun avait sa concession, et les hommes se sont mis à creuser. Et puis en fait, ils creusaient chacun à une vitesse différente, donc ils se sont mis à creuser, plus ils creusaient, plus ils trouvaient des diamants. Et de façon complètement extraordinaire, sans se rendre compte, mais ils ont fini par réaliser, ils étaient en train de creuser la cheminée volcanique de la lave qui ramène les diamants et qu'on appellera par la suite la Kimberley. Donc c'est une histoire assez extraordinaire parce qu'à partir de ce moment-là, donc les prospecteurs ont compris que les diamants s'étaient remontés par certains volcans. Du coup, les chercheurs
se sont mis à travailler en parallèle, parce que là, ça changeait la donne. Hein. Donc on s'est mis à creuser. Donc vous voyez, là, c'est les volcans évidés de la mine de Kimberley. Là, c'est une mine de diamants, donc un volcan évidé en Sibérie. C'est assez étonnant parce que là, la mine est à ciel ouvert et ça évoque vraiment le tableau de Botticelli illustrant l'enfer de Dante. Et c'est dans ces mines qu'on a ramassé la plus grande quantité de diamants. Donc l'Afrique du Sud a été le plus grand producteur au monde jusqu'à une période très récente. Maintenant, avec le réchauffement climatique et autres, on trouve du diamant plutôt au Canada. Donc chaque époque a ses mines les plus productrices. Et donc, en parallèle, voilà, les gens se sont remis à travailler. Donc, la General Electric s'est mise à essayer de faire du diamant industriel. Donc, on a fait ce qu'on appelle le diagramme de phase du diamant. Hein. On avait dit, le diamant, c'est du graphite sous pression. Oui, mais il faudrait faire un diagramme de phase précis. Donc là, vous avez la pression, donc la profondeur, là, la température. Et donc, les expériences en laboratoire ont permis de montrer que la patrie du graphite, ce sont des températures qui peuvent être très élevées, mais le domaine des basses pressions. Et le domaine des hautes pressions, c'est le domaine du diamant. Donc sur ce diagramme, vous avez une droite qui a été figurée, ce qu'on appelle le géotherme. C'est la façon dont la température augmente avec la pression. Et donc vous voyez que le géotherme, donc quand on s'enfouit en zone continentale, on va croiser la zone de transition graphite-diamant. Vous le voyez à 150 km, 50 kilobars pour une température d'environ 1200 degrés. Donc si vous voulez, chez vous, prenez une cocotte minute, vous prenez du graphite, vous mettez une pression à 50 000 fois la pression atmosphérique, la température, et vous ferez du diamant. Donc en fait, les diamants naissent à l'intérieur de la Terre, maintenant on en est sûr, il y a les volcans qui les ramènent, on l'a vu. Ça veut dire quoi? Que ces volcans ont des racines extrêmement profondes, de plus de 150 km, sinon l'histoire ne tient pas la route. Et on remonte les diamants par ces ascenseurs. Vous allez me dire, mais si vous avez un ascenseur qui prend naissance à 150 km de profondeur, mais quand il va remonter, il va passer dans la patrie du graphite. Donc à ce moment-là, le diamant devrait se déstabiliser en graphite. Donc ces volcans kimberlitiques sont suffisamment extraordinaires pour avoir des racines profondes, mais aussi d'être des volcans complètement explosifs. Ils remontent à la vitesse Mach 2. Hein. Donc en fait, du coup, le diamant qui remonte dans ces ascenseurs, ça remonte tellement vite qu'il va garder sa structure compacte, son arrangement atomique, et c'est pour ça qu'on a des diamants en surface. C'est parce que le volcanisme kimberlitique est explosif. Si c'était un autre type de volcanisme, ça ne marcherait pas. Et justement, sur cette carte, vous voyez tous ces points noirs, c'est les gisements de diamants dans le monde. Ces gisements de diamants qui sont typiques de zones qui figurent en rouge, donc en fait qui sont ces mines de kimberlite, donc ces volcans explosifs tout à fait particuliers, on les trouve dans les zones les plus anciennes du globe, qui ont en fait une architecture, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, en profondeur, qui va expliquer le fait qu'on trouve que des diamants à cet endroit-là. Alors vous voyez la France, il n'y a pas beaucoup de diamants, et vous vous souvenez de l'histoire célèbre de Giscard d'Estaing, donc qui est quand même originaire du Massif central. S'il y avait des diamants dans le Massif central, on le saurait. Il n'y en a pas, parce que le Massif central, il y a des volcans, mais leurs racines ne sont pas assez profondes, ils ne sont pas assez explosifs. Donc lui a préféré aller caresser en fait les diamants de Bokassa, parce que voilà, là il y avait des diamants chez Bokassa, chez lui il n'y en avait pas. Donc vous voyez, les diamants, c'est dans des zones tout à fait particulières et très rares qu'on les trouve à la surface du globe. Donc en fait, le diamant, il faut une succession de choses complètement improbables. Il faut d'abord trouver du carbone en profondeur, il n'y en a pas toujours beaucoup. Après, il faut que la kimberlite ait traversé ces zones riches en carbone et qu'elle arrive en surface pour pouvoir les amener jusqu'à nous. Donc quand on est sur le terrain, ces kimberlites, c'est des tout petits volcans, un peu en forme de coupe de champagne, et on les rate souvent parce qu'ils sont très petits en diamètre, ils arrivent en essaim, et quand on regarde à l'intérieur de la lave, alors il y a tout un tas de choses. Vous voyez la lave noire,
c'est un volcanisme explosif, donc qui va ramener plein de choses. Alors des débris minéraux, vous voyez des débris d'olivine, des débris de grenat, et vous voyez des énormes galets. Ces galets, c'est des fragments de manteaux, donc c'est xénolithes qui viennent de la terre profonde, qui ont été arrachés au lieu de naissance du magma kimberlitique. Mais certains de ces galets, ils font une dizaine de kilos. Donc vous imaginez la dynamique ascensionnelle pour avoir ces galets qui arrivent jusqu'à nous. Et vous avez aussi des grenats, tout un tas de choses, et des diamants. Donc la lave remonte ces galets. Ces galets, quand on les coupe, on trouve ce que je vous ai dit, deux types de roches, les péridotites ou les éclogites, qui sont quand même ces merveilleux vitraux verts et rouges qui forment l'essentiel du manteau supérieur. Et il y a d'autres compagnons de voyage, donc les diamants. Donc vous voyez des diamants bruts, vous voyez comme c'est beau, et là un diamant brut dans sa lave avec sa petite larme de grenat. Donc ce qu'on a pensé au début, on a trouvé des diamants dans des kimberlites. On a compris donc le diamant poussé à l'intérieur de la Terre. Et donc on a vu ces diamants dans la lave kimberlitique, donc on s'est dit, le diamant il pousse dans la lave. Mais certaines personnes ont dit, non, en fait la lave n'est peut-être que l'ascenseur, le diamant ne naît pas dans la lave, mais il a été échantillonné comme les autres cailloux, ces gros nodules de roches vertes, et ça, il fait partie des compagnons de voyage, la lave n'est qu'un ascenseur. Donc c'est là qu'il y a tout un tas de recherches de minéralogie sur les diamants qui a commencé, et on a commencé à étudier, depuis les années 30-40, les inclusions minérales qu'on pouvait, donc tous ces crapauds que les bijoutiers, donc tous ces diamants que les bijoutiers mettent au rebut et qui nous intéressent nous. Et on a ausculté l'intérieur des diamants et on a trouvé des petites larmes, comme vous voyez, de grenat rouge, on a trouvé des petits cristaux d'olivine, on a trouvé des cristaux de pyroxène vert. Et en fait, tous ces cristaux, quand vous les analysez chimiquement, ils ont exactement la même composition que les minéraux, la péridotique. Donc en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamant, il ne pousse pas dans la lave, il pousse dans le manteau solide péridotitique qui va être échantillonné par la lave. Donc à la faveur, vous avez du carbone qui circule dans des anfractuosités sous forme de fluide supercritique. Et le diamant, encore, une particularité extraordinaire, donc c'est du carbone qui pousse extrêmement vite. Donc il englobe tout le monde et il est englobé par personne. Donc en fait, le diamant peut inclure tout ce qu'il y a autour de lui, mais personne, l'olivine ne peut pas l'inclure, le pyroxène ne peut pas l'inclure. Donc ces premières archives nous ont donné un premier élément de réponse. Le diamant pousse dans le manteau profond. Donc ça, c'est une information intéressante. Donc là, on a encore une paire olivine-grenat qui prouve qu'on pousse dans la péridotite. Et on a trouvé aussi d'autres inclusions avec d'autres compositions et qui correspondent à des compositions éclogitiques. Vous voyez ce merveilleux cristal, ce merveilleux vitrail vert et rouge qu'est l'éclogite. Et le diamant pousse dans des espèces de petites fractures qui zèbrent l'éclogite. Donc, on va en revenir. Donc là, maintenant, ok, on sait que le diamant pousse dans le manteau supérieur, il pousse dans la péridotite et dans l'éclogite. Mais alors, et on sait que, par toutes les études qu'on a faites, que la kimberlite, elle a une profondeur d'enracinement de plus de 150 km de profondeur. Mais on s'est dit, ça serait intéressant de regarder de plus près dans les archives du diamant, si ça se trouve, il vient de plus profond, parce que si vous vous souvenez du diagramme de phase, le diamant, en fait, il peut être complètement stable jusqu'à la limite manteau-noyau. Donc ça serait peut-être bien de voyager à l'intérieur du diamant, d'ausculter toutes ces archives minérales pour voir si on ne va pas trouver ces phases qu'on a créées en laboratoire, parce que notre problème, c'est ça, on les a créées en laboratoire, existent-elles vraiment? Et donc moi, je me suis attachée à la phase grenat. En fait, je faisais des expériences en laboratoire à l'époque à Édimbourg, dans des presses plus grandes que la cellule à enclume diamant, donc avec des volumes plus grands, mais j'arrivais à des pressions qui n'étaient pas aussi grandes que la pression à la limite noyau-manteau, mais j'arrivais quand même à des pressions suffisamment grandes pour correspondre à des profondeurs d'environ 400 km. Donc j'ai pris des grenats, des pyroxènes, je les ai mis dans la presse, et puis après j'ai
décomprimer le tout. Donc en fait, ce qui s'est passé quand j'ai ouvert ma capsule, j'ai trouvé un grenat, mais qui était zébré de petites aiguilles vertes de pyroxène. Donc qu'est-ce qui s'était passé? C'est que la pression exercée sur le grenat que j'avais mis au départ et les pyroxènes qui étaient séparés, le pyroxène s'est dissous dans le grenat, ça fait ce qu'on appelle une solution solide, donc ça fait un grenat type majorite, et quand j'ai décomprimé, le grenat a expulsé cet excès de silice sous forme de petites aiguilles de pyroxène. Donc en fait, j'avais vu ça en laboratoire, et quand je suis allée en Afrique du Sud, je les ai cherchés, ces grenats, dans les rejets de mines. Et on a fini par trouver ces grenats. Donc on a trouvé dans des rejets de mines, là on n'était pas encore dans des diamants, mais des grenats dont on savait qu'ils avaient vu 400 km de profondeur et en remontant dans la kimberlite avaient exsolvé cet excès de silice sous forme de pyroxène. Donc on a eu un papier à l'époque important là-dessus pour montrer qu'on arrivait à avoir des échantillons terrestres qui venaient de 400 km de profondeur et qui validaient nos expériences en laboratoire. Et après, on a continué, ça a ouvert tout un pan de recherche sur les inclusions dans les diamants. Et les gens ont commencé à travailler comme des fous sur les inclusions dans des diamants. Et en les auscultant, ils ont trouvé ces structures pérovskites, magnésiovustite, donc tous ces minéraux dont on avait prévu l'existence en laboratoire. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire, si vous me suivez toujours? C'est que le diamant, il pousse jusqu'à 1000 km de profondeur, et donc il va remonter avec ces précieuses enclaves, ces précieuses traces, ces précieuses archives, et en lisant ces archives, on comprend que le diamant est le minéral le plus profond qui parvienne jusqu'à nous en surface dans les gisements de kimberlite. Et alors, beaucoup plus récemment, mais je suis désolée, je n'ai pas trouvé la référence, c'est un des travaux chinois, ils ont trouvé des inclusions de fer, nickel, carbone, soufre. Alors vous allez me dire, comme le diamant pousse en conditions réductrices, est-ce que ça veut vraiment dire que ces diamants ont poussé dans le noyau métallique de la Terre, ou alors est-ce que ce n'est pas lié au processus de cristallisation du diamant dans le manteau? Mais bon, ils ont commencé à écrire tout un tas de choses en disant, ça y est, avec ces inclusions de fer-métal dans les diamants, on a trouvé, la question qu'on se posait, c'est quelles sont dans le noyau de la Terre les espèces légères qui sont les plus abondantes. Alors au-delà du fer-nickel, on aurait probablement pas mal de soufre. Mais bon, tout ça, c'est une espèce de zoologie, on va toujours plus loin, mais le diamant, quand même, c'est en lui-même une mine d'informations absolument extraordinaire. Donc finalement, si on fait le bilan, le diamant, il comble le gap. Si on fait un voyage au centre de la Terre, il y a les péridotites, il y a les basaltes qui subductent, et les diamants vont nous donner toute cette information donc de toutes ces zones inaccessibles à l'observation dont on avait prévu la minéralogie grâce aux expériences en laboratoire. Donc finalement, il faut sortir de l'idée que le manteau terrestre est infernal et qu'il produit ces laves, certes, mais il n'est pas lave lui-même. Il est constitué de ces vitraux absolument fabuleux qui fondent partiellement pour donner ces laves, et de temps en temps, un diamant pousse dans ces vitraux verts et rouges et il va nous raconter toute l'histoire des profondeurs et en tout cas toute la minéralogie de ces grandes profondeurs. Donc si on résume ça sur un petit schéma très simpliste, là on a la kimberlite en surface dans les vieux continents. Alors ces vieux continents ont survécu à toute la valse de la tectonique des plaques du fait de leurs quilles qui les ont un peu enracinées. Ils ont des espèces de quilles froides. Et quand vous avez des grands panaches de matière chaude qui viennent de la limite noyau-manteau, quand elles arrivent au niveau de ces quilles, elles vont dégazer tout leur gaz et ça va faire ce volcan kimberlitique, dont je vous ai dit qui traverse la croûte avec une vitesse Mach 2. Et pour ce qui est des voyageurs, donc des diamants, les diamants peuvent se former dans toute cette zone, donc dans le manteau inférieur jusque dans le manteau supérieur. Vous avez ces panaches de matière chaude qui vont prendre ces voyageurs quand ils en rencontrent, donc ils vont embarquer ces diamants.
Là, vous avez une espèce de garage, de hangar, de zone de stockage. Vous allez avoir les diamants qui vont attendre qu'il y ait un volcan, une explosion kimberlitique qui vienne les ramener en surface. Mais si on a besoin de remonter très très rapidement quand on est dans cette zone-là, quand on est dans les tréfonds du manteau, dans le champ de stabilité du diamant, c'est un monde charge, hein, c'est panache. On n'a vraiment pas besoin d'aller si vite que ça. Alors pour ce qui est du détail, là on voit que les diamants renferment des minéraux qui viennent des zones très profondes. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on étudie la déstabilisation des minéraux qui est à l'intérieur du diamant pour avoir un accès à la vitesse de remontée de ces panaches, vitesse de remontée des panaches qui est difficilement accessible autrement. Donc, les diamants, non seulement vous informent sur les chaires minérales les plus profondes, mais aussi sur la physiologie de la planète Terre. Donc oui, là, c'était l'aspect physiologique. Donc, on a vu l'anatomie, on a vu les chaires minérales. Maintenant, effectivement, vous savez que la planète Terre est animée par ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc la tectonique des plaques, vous avez cette valse des continents en surface. L'animation ne marche pas, j'en ai peut-être une autre qui marche, mais vous connaissez... alors je vais... Hop. Sauf que je... Bon, écoutez, je ne la vois pas, l'animation, mais ce n'est pas grave. Là, c'est une vision il y a 300 millions d'années. Vous voyez que ce n'est pas le globe terrestre tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Les continents se déplacent. Le moteur de tout ça, c'est la convection dans le manteau, donc ces grands brassages de matière. Donc là, vous avez une cellule où vous avez, vous voyez le toboggan, les planchers océaniques qui descendent jusqu'à la limite des secondes. Ça remonte sous forme de panache. Vous avez une boucle, c'est comme le pétrin d'un boulanger. Tout ça convecte et c'est ça qui fait que les plaques se déplacent en surface. Et ben, les diamants, ils vont être les témoins minéralogiques de cette convection et ce sont les seuls. Parce que là, je vous ai parlé des diamants dans la partie montante. Dans la partie descendante, c'est les diamants qui vont être entraînés dans les planchers océaniques. Donc, planchers océaniques, vous avez les fonds océaniques, vous avez des carbonates au fond des océans. Tout ça est entraîné dans la subduction. Le basalte va se transformer en éclogite, l'éclogite va se transformer en grenatite et le carbone va se transformer en diamant. Donc vous allez pouvoir potentiellement faire du diamant dans la branche descendante, vous en avez dans la branche montante, la boucle est fermée. Donc vous voyez, pour nous, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Il faut qu'on analyse de plus en plus de diamants éclogitiques, péridotitiques, qu'on regarde leurs enclaves minérales, qu'on regarde comment elles se transforment pour avoir un accès à ces cinétiques de déplacement des cellules convectives autrement que par des calculs numériques et géophysiques. Donc ça, c'est tout le pouvoir de la minéralogie pour les diamants. Donc là, j'avais parlé des inclusions qui sont ces crapauds que les bijoutiers n'aiment pas, donc c'est des minéraux en 3D. Là, c'est un petit clin d'œil. Il y a aussi autre chose de positif dans l'impureté, c'est que ça donne de la couleur au diamant. Donc le diamant n'est pas blanc tout le temps, hein. Il est blanc quand c'est du carbone à l'état pur, mais quand vous avez des défauts ponctuels, c'est-à-dire que vous changez un atome de carbone par un atome de bore, ça va faire un diamant bleu, par des atomes d'azote, ça va faire des diamants jaunes. Vous irradiez un diamant de façon naturelle, il devient tout vert, vous le déformez, ça donne un diamant rouge. Donc même la couleur provient d'une impureté et d'un bel accident dans le diamant. Et là, je vais terminer, en fait, vous allez voir, cette partie est beaucoup plus courte. Alors maintenant qu'on a fini ce voyage dans les entrailles cachées de la Terre, eh ben, on va voir brièvement que parviennent jusqu'à nous, dans nos laboratoires, des diamants qui sont des poussières d'étoiles. On va essayer de faire ce voyage extraterrestre jusqu'à ces temps présolaires. Alors l'histoire commence à Caligari en 1984. En fait, des astrophysiciens observent un rayonnement mystérieux autour d'étoiles très riches en carbone, des géantes rouges agonisantes. Et ces spectres infrarouges ressemblent étonnamment au spectre d'émission des diamants. Donc à ce moment-là, ils disent il y a des diamants dans le plasma de ces étoiles mourantes. Et là, personne n'y croyait, parce que si vous avez bien suivi ma leçon, deux choses un peu de base, on va dire. Vous voyez que pour faire du diamant, il faut de la pression. Dans un plasma, dans l'atmosphère d'une étoile mourante, il n'y a pas de pression, il y a une pression extrêmement basse. Donc on a du mal à imaginer qu'on puisse former, que les
géantes noires, les géantes rouges qui produisent du carbone, que ce carbone arrive sous forme diamant dans la périphérie de l'étoile au moment où elle va exploser. Tout ça, ça paraissait pas crédible. Il a fallu attendre donc pas mal d'années après pour que des chercheurs qui travaillent sur cette météorite très célèbre, qui est la météorite d'Orgueil, qui est tombée il n'y a pas du tout très proche d'ici, donc qui est tombée en 1864. Cette météorite est absolument merveilleuse, elle a l'âge du système solaire, c'est une météorite primitive, elle est très riche en carbone. Mais alors cette météorite, elle a plein de choses extraordinaires, mais une chose, elle a une double signature. Elle a une signature solaire, ce qui est normal, puisqu'elle fait partie de la ceinture d'astéroïdes, elle était formée en même temps que le système solaire, mais elle a une signature qui n'est pas solaire. Elle a une signature donc d'une étoile qui est la nôtre et une signature d'une autre étoile. Et cette anomalie isotopique est portée par un enrichissement d'un isotope qu'on appelle le xénon. Donc on s'est dit, elle a une double signature, donc il faut trouver dans la météorite d'Orgueil l'intrus qui porte cette signature, qui n'est pas la signature solaire, qui est une signature extrasolaire d'une étoile qui se trouvait là au moment de la formation du système solaire. Donc on a cherché cet intrus. Et en fait, donc, il y avait plusieurs laboratoires en concurrence et on a eu un jeune Anglais, Hugh Hill, qui travaillait dans notre laboratoire et qui s'est mis à analyser la météorite d'Orgueil. Il a dissous cette météorite qui est très précieuse et très chère pour finalement finir par extraire l'intrus porteur de cette anomalie xénon. Et cet intrus, c'était quoi? C'était des nanodiamants. Alors, c'est pas des gros diamants, c'est vraiment des gros défauts presque. On est à la limite entre le cristal et le gros défaut. Et donc, ces petits nanodiamants trouvés dans la météorite d'Orgueil, donc concentrés à la suite d'attaques acides et tout, c'est eux qui portent cette signature anormale en xénon qui prouve qu'ils ne viennent pas du Soleil. Donc en fait, c'est eux, ces intrus, qui sont des intrus présolaires. Donc là, c'est encore une histoire un peu fou. Donc la météorite a l'âge du système solaire et ces intrus seraient plus âgés que la météorite et ils sont fichés à l'intérieur de la météorite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces nanodiamants, en plus, il a continué l'analyse, il a fait la spectrométrie de ces nanodiamants pour superposer ça avec ce rayonnement qu'on trouvait, que les astronomes de Caligari avaient trouvé autour de ces géantes rouges à l'agonie. Donc, ils ont fait un papier en disant qu'en fait, les nanodiamants de la météorite d'Orgueil provenaient probablement de cette géante rouge à l'agonie. Donc, en fait, vous le savez tous, si vous êtes spécialistes en la matière, que ces centrales nucléaires du cosmos que sont les géantes rouges vont faire, par réaction de fusion successive, la formation de différents éléments, notamment le carbone, et qu'en explosant en supernovae, vous allez inséminer l'espace intersidéral de particules en carbone. Mais alors pourquoi des diamants? En fait, c'est pareil, on a des pressions de l'ordre du microbar, on ne fait pas de diamants à ces pressions-là. Mais c'est sans compter des expériences qui ont été faites en parallèle. C'est que je vous ai dit, on fait du diamant sous pression, donc en prenant du graphite qu'on pressurise dans des presses, qu'on transforme en diamant. Mais il y a une autre façon de faire du diamant. On appelle ça les diamants CVD, donc Chemical Vapor Deposition. En fait, on sait faire des diamants dans des plasmas. Donc ça, c'est des expériences qui datent d'il y a une vingtaine d'années. Donc on prend des supports. Alors ces supports, ça peut être de la silice, ça peut être du diamant déjà. On va en fait avoir une chambre où la pression va être très très faible, un dixième d'atmosphère. On va mettre de l'hydrogène, du CH4, on va faire une décharge et donc créer un plasma. Et ce plasma, en fait, donc, vous allez avoir déchiqueté la matière et notamment les atomes de carbone qui vont s'absorber sur le support et on va faire ainsi des films de diamants, couche à couche, et là, sans avoir eu comme ingrédient à ajouter dans l'expérience la pression. On va faire ça dans un plasma gazeux, qui peut être tout à fait analogue au plasma gazeux d'une étoile lointaine. Donc l'histoire se termine là. On imagine donc qu'il y a eu une supernovae qui est exposée au voisinage du système solaire en formation. Ce faisant, elle a injecté tout un tas de
de rivières de nanodiamants absolument microscopiques. Alors évidemment, ces diamants, quand ils se sont fichés dans des corps comme les planètes telluriques qui ont chauffé, fondu et on en a perdu la trace, mais dans des corps qui sont gardés au frigidaire, comme les chondrites qui viennent de petits corps qui n'ont pas chauffé, il suffit qu'une de ces chondrites, comme Orgueil, qui porte bien son nom, arrive à tomber près d'ici pour qu'on trouve fichés en son sein des intrus présolaires qui témoignent de l'explosion de cette étoile au voisinage du système solaire en formation. Donc là, on ne voit rien, mais en fait, on voit un œil, on peut peut-être distinguer un diamant à l'intérieur. Donc, au cours de cet exposé, j'ai essayé de vous montrer que vraiment, en astronomie, c'est vrai, on traduit en atomes, en molécules, le langage finalement des ondes électromagnétiques et qu'il y a aussi de la place pour les géologues et des minéralogistes que nous sommes. Moi, je suis un peu de l'école de Pierre Thomas, on a suivi les mêmes formations et qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la matière, toucher du doigt en fait et analyser en laboratoire ces diamants qui viennent de l'intérieur de la Terre ou alors qui viennent des confins de notre système solaire et on va les analyser, les ausculter avec notre microscope donc au laboratoire et que cette porte de l'infiniment petit nous ouvre vraiment des infinis très grands et même si l'intérieur de la Terre c'est 6400 km, c'est Paris-Abidjan, c'est vraiment tout proche. On est dans une époque où on envoie, la JAXA japonaise est prête à envoyer des voiles solaires dans les transneptuniens. Un jour, on ira habiter sur Mars. Nous, en fait, en attendant toutes ces époques-là, on travaille au laboratoire avec des objets qu'on sait sélectionner, comme les météorites martiennes, par exemple. On n'a pas eu de retour d'échantillons martiens. Eh bien, on travaille sur les météorites que la planète Mars a la gentillesse de nous délivrer avec grande parcimonie. Cependant, donc voilà, c'est une autre approche de la planétologie comparée. On peut même faire un peu de cosmochimie grâce à ces objets qu'on ausculte, qu'on dissèque au laboratoire, en ayant une approche de minéralogiste et de géochimiste. Je vous remercie.